Bonjour à tous. Donc, je vérifie avec Lara qu'on est bon. Oui. Bonjour à tous. Donc, nous, on est vraiment heureux de pouvoir commencer et d'introduire ce premier webinaire sur l'économie circulaire et plus précisément aujourd'hui sur les thématiques du réemploi et du reconditionnement. Donc, quand je dis on, qui sommes-nous? Deux, trois mots sur qui sommes-nous. Lara, ça ne change pas. Mince. Ah, voilà. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Moi, je m'appelle Perrine Mersonnier et j'introduirai cette thématique avec Quentin Deplu. On est tous les deux référents économie circulaire en région wallonne, moi pour la province de Liège et Quentin couvre le territoire du cœur du Hainaut. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est un référent économie circulaire? En réalité, on rencontre les entreprises et on identifie avec elles les opportunités de développement en économie circulaire, mais également en énergie et en gaz fluoré. Et c'est un service qui est financé par la région wallonne. Notre objectif, c'est de mettre en contact ensuite les entreprises avec les experts qui sont présents en Wallonie et les financements adéquats. Donc, on a amené à rencontrer des entreprises et leur parler notamment des thèmes du réemploi et du reconditionnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a été invité à faire une brève introduction sur le sujet. Concrètement, pour entrer dans le vif du sujet, on voulait vous parler plus précisément de ce qu'est le réemploi et le reconditionnement. On a commencé par prendre les définitions de ces deux termes-là. Alors, le réemploi, qui peut être aussi appelé la réutilisation selon les termes qu'on utilise, c'est toute opération par laquelle un produit va être réutilisé à nouveau pour le même usage pour lequel il avait été destiné à la base. Le réemploi, c'est le fait de donner, de remettre à l'état d'origine un produit qui a déjà été utilisé pour qu'il puisse être réutilisé à nouveau. Donc, ça peut être une réparation, ça peut être une amélioration d'un produit ou d'un objet. Alors, la présentation d'aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de rester sur le sens strict de ces définitions, d'en identifier les différences, etc. Mais ce qu'on vous invite à retenir, c'est qu'ici, on va parler d'actions qui vont permettre de prolonger la durée de vie des produits, des objets, pour qu'ils ne deviennent pas en fait un déchet, et donc pour diminuer les déchets. Alors très rapidement et concrètement, on peut parler par exemple de réemploi dans les matériaux de construction, vous allez le voir juste après avec l'exemple de Rotor. On peut aussi parler de réemploi, de reconditionnement, notamment dans l'achat, revente de vêtements de seconde main. Mais Quentin reviendra juste après avec des exemples plus précis. Donc c'était juste pour vous donner une première image de ce de quoi on parle. Alors, un point qui nous semblait important, c'était de faire la différence avec le recyclage. Donc, le recyclage, c'est le fait de traiter et de valoriser un déchet. Et donc, comme on l'a dit juste avant, le réemploi et le reconditionnement, c'est le fait d'allonger la durée de vie des produits pour qu'ils ne deviennent pas des déchets. On est donc sur des concepts différents. Et pour accentuer cette différence-là, on a souhaité reprendre l'échelle de l'ANSYNC, que vous connaissez peut-être, qui donne une certaine hiérarchie du traitement et de la valorisation des déchets, en partant du mieux au-dessus en vert au moins bien en dessous. Et cette échelle, en fait, part du constat que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Et donc, que les meilleures actions en termes de déchets, c'est d'être plutôt dans la prévention avant d'entrer dans le traitement et dans la valorisation. Et en réalité, quand on parle de réemploi et de reconditionnement, on se situe dans les zones en vert que vous pouvez voir ici au-dessus. C'est vrai que j'ai mis la ligne là, mais j'aurais pu la mettre ici. Et donc, au moment où on n'est pas encore, on ne parle pas encore concrètement de déchets, puisqu'on veut retarder le moment où le produit devient un déchet. Alors que le recyclage, c'est on a un déchet et on voit comment on peut le valoriser au mieux dans un nouveau cycle de production. Alors voilà, maintenant que vous avez une meilleure idée de ce que c'est le réemploi et le reconditionnement, la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment est-ce que dans vos organisations, dans vos entreprises, dans les institutions dans lesquelles vous travaillez, vous pouvez vous inscrire dans ces dynamiques de réemploi et de reconditionnement. Alors selon nous, la réflexion, elle peut être à plusieurs niveaux et on pense que ça peut faire écho pour chacun d'entre vous à différents de ces niveaux. On a identifié 3 niveaux de réflexion. Il y en a sûrement d'autres ou d'autres dénominations possibles. Premièrement, selon nous, le premier type de réflexion que vous pouvez avoir, c'est au niveau de vos achats dans vos organisations, au niveau de vos fournitures et du matériel que vous utilisez.
Les questions que vous allez pouvoir vous poser, c'est est-ce que je peux, dans mes achats, acheter du matériel qui a été reconditionné ou du matériel qui va avoir une seconde vie? Et est-ce que pour les achats que j'ai déjà effectués, en fin de vie, je peux les amener auprès de collecteurs, comme on les a appelés, qui vont les reconditionner ou leur donner une seconde vie? Et je pense qu'ici, c'est vraiment aussi l'objectif des Green Deal à l'achat circulaire. Et c'est une réflexion que, quelle que soit votre structure, vous pouvez que vous pouvez avoir dans votre structure. Alors, une deuxième réflexion que vous pouvez avoir, et là, c'est plus spécifiquement si vous êtes une entreprise qui a une production, qui a un cycle de production et qui fabrique un produit, c'est de vous demander comment vous allez pouvoir prolonger la durée de vie des produits pour être sûr que vos clients vont les utiliser au maximum et qu'ils deviennent un déchet le plus tard possible dans la vie du produit. Finalement, le troisième niveau de réflexion qu'on voyait, c'était au moment où vous vendez le produit à vos clients. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment m'assurer que mon client, après le moment où il va utiliser mon produit, va bien soit le réutiliser, l'utiliser le plus longtemps possible, soit l'envoyer vers une filière qui va pouvoir le reconditionner ou lui donner une seconde vie. Et donc là, on part par des actions qui peuvent être des actions de prévention, des actions du cautionnement d'emballage, etc. Donc, Quentin va maintenant prendre ces différents niveaux de réflexion un à un et vous présenter plus concrètement des exemples. Et puis, évidemment, les exemples que vous aurez après par les autres orateurs permettront de venir renforcer la réflexion. Voilà. Merci Perrine, bonjour à tous. Donc, si on peut passer le slide suivant. Voilà, merci. Donc, comme Perrine vient de le dire, donc, premier niveau au niveau des achats. Alors, en tant qu'organisation, entreprise privée ou même particulier, comment je peux, moi, contribuer à prolonger les produits, les objets et éviter aussi, en aval, la production de déchets. Donc, comme Perrine vient de le mentionner, déjà, c'est se poser la question, quand je dois acheter du matériel, des fournitures, est-ce que ce matériel, ces produits, ces objets sont disponibles sur le marché du réemploi, peuvent être accessibles auprès de certaines entreprises qui, par exemple, reconditionnent ces produits ou ces objets, mais également de voir si peut-être qu'en interne, il y a l'un ou l'autre mobilier ou du matériel qui traîne et que je peux moi-même l'utiliser au lieu de le jeter. Alors, il faut voir aussi si ce produit issu du réemploi répond aux standards de qualité souhaités par l'entreprise. À l'inverse, si on se retrouve à acheter du neuf, on peut se poser la question justement en aval, en fin de vie, est-ce que je dois le jeter à la poubelle comme un déchet ou bien je peux trouver sur ma zone, sur mon territoire, des opérateurs, voire des filières de réemploi qui puissent récupérer ce produit usagé pour lui redonner une seconde vie. Alors se pose évidemment la question du partenaire, du fournisseur, mais également du collecteur. Et là, je pense qu'il y a toute une série de pistes et une des solutions, et Tanguy est là pour représenter la Fédération Ressources, qui a une chouette plateforme qui reprend toute une série justement d'opérateurs actifs dans le réemploi. Alors, je vais vous présenter deux exemples. Le premier, c'est les ateliers du Monceau, qui sont donc situés sur la province de Liège, créés en 1945 à l'initiative de parents sourds et malentendants, qui s'est spécialisé justement dans la réparation de palettes et qui est maintenant leader au niveau du Benelux. Alors, il faut le savoir que les ateliers du Monceau occupent aujourd'hui 120 personnes et ont vraiment poussé la réflexion. Et aujourd'hui, sur les 1 700 000 palettes qui transitent par les ateliers, il y en a entre 500 000 et 800 000 qui sont reconditionnées, réparées chaque année. Alors, au-delà du bénéfice environnemental qu'il y a là derrière, eux proposent aussi une diminution des coûts. Donc, c'est-à-dire que les entreprises qui passent par les ateliers du Monceau récupèrent une palette
qui peut de nouveau être réutilisée. Et cette palette, au lieu de la payer neuve à un certain prix, ils vont payer qu'un tiers, plus ou moins un tiers du prix d'une nouvelle palette. Alors, comme j'ai souligné, donc c'est une entreprise qui s'est créée à l'initiative de parents sourds et malentendants, et donc on retrouve aussi une fibre sociale. Second exemple, là c'est la start-up Smart World qui s'est créée en 2018, qui occupe aujourd'hui 6 employés. Eux sont partis d'un double constat. Le premier, c'est que la fabrication des smartphones est finalement un non-sens écologique. On sait que avec la diversité de matériaux qui se retrouvent dedans et qui parfois viennent de très loin et sont extraits dans des conditions sociales qui posent question. Donc, premier constat. Et le second, c'est à partir par exemple des chiffres de Récupel où il est estimé qu'il y a 3,2 millions de smartphones qui pourraient dormir dans les tiroirs, mais qui représentent un certain volume, ce qu'on appelle aujourd'hui une mine urbaine, où on pourrait justement reconditionner et réemployer ces smartphones. Et donc, eux ont développé 3 activités, une activité de collecte, une activité de reconditionnement qui se décline en 7 étapes, du test jusqu'à la mise à disposition, la commercialisation, et la 3e activité qui est la revente en Europe. En plus de ça, eux proposent une possibilité de traçabilité pour les clients finaux, de savoir d'où vient le smartphone que eux ont acheté via la plateforme Smartworld. Alors également, eux travaillent avec des acteurs locaux dans le cadre de la réparation des smartphones récupérés. Ensuite, deuxième approche, si on peut passer au slide suivant, merci, c'est au niveau de la conception du produit, où là, on peut le voir sur deux angles de vue. Le premier, c'est au niveau de la fabrication en tant que telle. C'est donc comment travailler à partir de composants, de pièces ou de matériaux qui soient issus du réemploi. Voir si ce n'est pas le cas, réfléchir alors à essayer d'utiliser plutôt des composants qui soient durables, mais également sur un deuxième angle de vue qui est au niveau de l'utilisation. Et là, on réfléchit alors, donc en tant qu'entreprise, on réfléchit comment permettre au client d'utiliser le produit que je vais lui vendre le plus longtemps possible. Et là, ça amène à pouvoir anticiper et voir si mon produit pourrait avoir une deuxième fonction que la fonction d'origine, et évidemment expliquer au client comment faire pour comprendre cette deuxième fonction. Et alors, on se pose aussi les questions de comment faciliter le reconditionnement et la réparation en fin de vie. Alors, dans le cadre de la fabrication, la conception de produits, on peut rajouter une activité de design pour justement apporter une plus-value au produit que l'on va mettre sur le marché, pour soit le personnaliser, voire le rendre plus moderne. Alors, 2 exemples. Le premier, c'est l'association Hollywood, qui sont situés à Glun, juste à côté de Mons, qui est une association d'artisans créée aussi en 2018, où là, ils ont eu la volonté de revaloriser le bois provenant de mobilier invendable de la communauté Emmaüs de Glun, qui représente environ donc un gisement de 50 tonnes de tables, de chaises que la communauté ne sait pas revendre directement. Et donc, eux retravaillent, réparent ce mobilier, apportent une touche de design et ensuite le revendent à des entreprises ou à des particuliers. Et en plus d'aller revaloriser le gisement qui se trouve à la communauté d'Emmaüs, eux essayent aussi d'identifier d'autres sources locales sur un périmètre assez bien défini, notamment auprès des entreprises qui fabriquent des palettes. Et dans ce cas-là, on a pu les aider justement à identifier différentes sources pour justement, en plus du mobilier disponible chez Emmaüs, aller rechercher d'autres éléments de bois pour le réemployer et pour revendre, commercialiser du mobilier comme vous pouvez voir sur la photo. Et alors, ils proposent à leurs clients donc eux fonctionnent l'activité soit en mini-série, soit proposent du mobilier, des aménagements qui sont personnalisés. Deuxième exemple que je souhaite vous présenter, donc là on est plutôt sur l'utilisation, donc comment concevoir pour faciliter et prolonger la durée de vie.
c'est Mighty by Balls, donc dans la province de Namur, où eux ne conçoivent pas à partir de matériaux de réemploi, mais plutôt choisissent du bois qui soit massif et résistant sur le long terme. Et ils ont mis en place une chaîne de production 100% belge. Et eux, lors de la conception, justement, ils ont essayé d'anticiper le besoin, non pas du client, mais plutôt de l'utilisateur. Et dans ce cas-ci, l'utilisateur, c'est qui? Donc, c'est les enfants. Et donc, à partir de leur produit, qui est dans ce cas-ci, sur la photo que vous voyez, un lit superposé, il est possible, à partir de celui-là, de le transformer en bureau, ou dans un lit plus grand, pour justement, quand l'enfant va grandir et évoluer, de lui permettre de pouvoir réutiliser, donner une autre fonction au produit qui a initialement été vendu, pour justement prolonger le produit que la famille a pu acheter. Donc, troisième approche, si on peut changer de slide. La troisième approche, le troisième niveau, c'est sur la fin de vie du produit, où là, en tant qu'entreprise, organisation, se pose la question qu'une fois que le produit a été utilisé par l'utilisateur ou le client, comment organiser une collecte pour justement faciliter la réutilisation des composants ou de produits en tant que tels, et ou le remettre dans le process de fabrication. Donc là, les questions à se poser sont, mais comment informer mon client des possibilités? Est-il possible d'organiser justement cette collecte de produits? Et si c'est possible, de voir est-ce que la collecte doit être internalisée ou externalisée par rapport à mon entreprise? Voir est-ce que en aval de la chaîne, si un système de location ou de réparation pourrait être mis en place. Alors ça pose aussi des questions par exemple, est-ce qu'on doit mettre en place une consigne ou des cautions de mon produit pour justement faciliter et informer la clientèle de la reprise qu'il aurait possible de faire. Alors, à nouveau, deux exemples. La première, c'est la société Becoflex qui est située dans la province de Hainaut, qui occupe 23 emplois. Eux ont développé des couvertures de piscine qui sont résistantes et autonomes sous la marque Coversil. Donc vous avez un exemple qui est illustré sur la photo. Et donc, eux fabriquent le produit dans leur entièreté. Et alors, au fur et à mesure du temps, ils se sont dit que quand les clients faisaient appel à eux pour remplacer la couverture de piscine qui était existante, ils se sont dit, tant qu'à faire, on doit quand même faire des trajets entre notre chantier et notre entreprise. Pourquoi pas proposer une reprise des anciennes couvertures, des anciennes bâches qui ont été usagées, pour essayer de récupérer un maximum de composants de ces bâches ou du matériel en alu, comme vous pouvez voir, pour justement les réintroduire dans leur process de fabrication. Alors, second exemple, c'est la start-up. Je vais attendre si on peut changer de slide. Merci. Second exemple, c'est Little Green Box, donc une start-up créée en 2017 sous forme d'une... Si on peut revenir. Voilà, merci. Donc, Little Green Box, qui est une start-up créée sous une forme de coopérative en 2017, eux proposent des plats composés à partir de produits bio, locaux et de saison à leur clientèle. Et les clients ont la possibilité soit de se faire livrer ces plats-là, soit d'aller le chercher au point relais. Et dans leur philosophie, dans leur logique de zéro déchet, ce qu'ils proposent à leurs clients, c'est d'éviter la production de tout type de déchets, et donc les plats sont livrés directement donc chez les clients ou le point relais dans des emballages isothermes avec des bocaux en verre, des emballages en tissu, et le tout est consigné. Le seul emballage plastique qu'on peut retrouver, c'est pour les produits frais, où là, qui demande évidemment, pour une question de conditionnement, d'être livré sous vide. Et donc le client, une fois qu'il a donc consommé, qu'il a cuisiné son repas, il doit nettoyer les bocaux et l'emballage isotherme, et ensuite, soit lors de la prochaine livraison, il remet ses emballages à Little Green Box, soit il va déposer à un des points relais qui est situé à proximité de chez lui, et ensuite il récupère la caution qu'il avait payée au début. Alors, au travers de ces trois approches, de ces trois réflexions, on les a présentées ici de manière cloisonnée.
On a essayé de vous lister une série de questions qui puissent être des clés. Il faut savoir que ce ne doit pas être des réflexions qui doivent être isolées, mais tout est entremêlé finalement. Et donc, il y a évidemment des complémentarités à avoir. Et ces approches peuvent faire l'objet d'une stratégie globale en économie circulaire que une entreprise ou une organisation souhaite mettre en place. Et alors, avant de rendre la parole à Perrine, je souhaitais aussi souligner la nécessité dans le remploi de la coopération tant avec des entreprises qu'avec des partenaires ou des organisations qui sont situées sur le territoire. On pense vraiment que la coopération dans ce cadre-là peut être une réelle plus-value. Perrine, je te laisse conclure. Merci Quentin pour les bugs de changement de slide. Est-ce que tu peux couper ton micro parce que je m'entends en double? Bien sûr. Donc, juste quelques mots pour terminer. Donc, comme Quentin a pu vous le montrer, le réemploi, la réutilisation, le reconditionnement, c'est une action qui peut être menée dans une organisation, une entreprise, une institution à plusieurs niveaux, comme il l'a dit, donc au niveau des achats, au niveau de la fabrication, de la production, mais également au niveau de notre utilisateur et la fin de vie du produit. Et on voulait aussi souligner que c'est des actions qui ont de multiples impacts positifs. Alors, ça a d'office un impact environnemental positif, puisqu'on est ici dans la réflexion de la diminution des déchets, mais ça a également, comme vous avez pu le voir, un impact positif au niveau social, puisque dans la majorité des exemples qui vous ont été présentés, il y a de la création d'emplois locaux, et je pense que vous allez le voir dans les exemples qui suivent, on remarque que les initiatives se marquent également avec des projets d'économie sociale. Et ça a un impact économique positif également pour l'entreprise, l'organisation, puisque si elle achète des produits de seconde vie, ça a une diminution de ses coûts d'achat. Mais par ailleurs, si elle passe par une filière de réemploi ou reconditionnement en fin de vie de ses produits ou fournitures, ça peut être également une diminution des coûts au niveau de la collecte. Alors voilà, maintenant, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous poser la question, comment est-ce que ça peut être appliqué à mon organisation, mon entreprise? Et on pense que les exemples qui suivent vont pouvoir vous inspirer davantage. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions. Merci Perrine. J'interviens vite rapidement parce que je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Je pense qu'il y en a une qui était adressée à Quentin au moment où il parlait. On nous dit au niveau commercial, est-ce que ce n'est justement pas perçu comme un produit qui ne va pas durer si on ne parle de sa fin de vie? Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question veut préciser sa question. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Oui, bonjour. En fait, c'est dirige, bonjour. En fait, je me disais, effectivement, si on dit déjà que on parle de filière de réutilisation ou au client lorsqu'on lui vend son produit, c'est touchy au niveau commercial parce que ça sous-entend justement, en fait, ça pourrait sous-entendre que le produit ne va pas durer alors que justement, on a cette réflexion de que faire plus loin avec le produit. Donc, je me demandais comment les sociétés faisaient pour présenter ça, mais on aura peut-être des exemples par la suite. Oui, Odile. Oui. Ben, je pense on a utilisé le vocabulaire produit en fin de vie pour rester sur une sémantique qui soit commune et je pense qu'il soit aussi compréhensible pour les participants. Ici, dans les exemples qu'on a présentés, on était plutôt avec Little Green Box sur les emballages. Donc c'est envisager, je vous mets à disposition un produit, sachez qu'il y a des possibilités de récupérer. Donc on n'est pas sur quelque chose on n'est pas sur un produit que l'on vend et qu'on va considérer comme un déchet, mais plutôt de dire une fois que vous avez utilisé, il est possible que nous on récupère ces pièces ou ces emballages pour pouvoir les réutiliser dans nos activités. Je ne sais pas si je réponds. Mais c'était principalement par rapport à la bâche de piscine, qui est un exemple concret super intéressant, de se dire, oui, je viendrai récupérer la bâche de piscine quand elle sera, entre guillemets, ah oui, non, c'est pas dans... Oui, abîmée, sale.
Et donc, ça veut dire elle risque de s'abîmer ou elle risque d'être salie. Donc, je me dis, au niveau commercial, c'est quand même assez touchy de présenter ça comme ça. Ça sera intéressant de discuter de ce point-là avec, par exemple, cette société-là. Alors, ce n'est pas présenté comme ça. Donc, clairement, ce que eux mettent en avant, il faut savoir que cette bâche, elle est brevetée par l'entreprise. Elle est d'une qualité, et c'est justement la qualité, c'est ces standards de qualité que eux mettent en avant comme un atout. Ce qu'eux proposent, c'est récupérer les anciennes bâches lors de chantiers de remplacement. D'accord. OK. Si tu veux, tu peux aller voir sur leur site internet. Ils mettent pas en avant cette collecte ou cette reprise, mais ils mettent clairement en avant la qualité et la résistance. Et alors, ils ont plusieurs types aussi de mécanique qui va avec la bâche. Il y a par exemple des certaines bâches qui sont autonomes grâce à l'installation d'un petit panneau solaire. Et donc, clairement, c'est le standard de qualité que mettent en avant. Et pour certains chantiers de remplacement, quand ils vont constater et par exemple faire le devis, ce qu'ils proposent, c'est de récupérer l'ancienne bâche qui soit, qui soit leur produit, qui soit un produit d'une autre société. Non, mais donc, c'est vraiment dans leur offre, dans certains cas, mais c'est pas mis en avant. Donc, c'est vraiment une réflexion au sein de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que c'est utilisé comme outil de com, quoi. OK. Non, non, c'est pas du tout. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. On a encore juste une deuxième question avant de passer à la suite des présentations. Quelqu'un nous demande, est-ce que les filières de réutilisation ou réemploi sont viables sans les ESS ou ETA? Je pense, Lara, que c'est plutôt une question qui pourra être posée à la Fédération Ressources. Il faudra voir après, puisque c'est plutôt eux. Nous, on accompagne plutôt les entreprises dans leur réflexion. Eux ont plutôt une vision méta de ce qui se fait au niveau de la filière. Donc, ils auront sûrement une réponse à ce moment-là. Oui, je propose donc d'y répondre à la fin, après la présentation donc, de Tanguy. Merci Perrine. Oui, à tout de suite. Merci Perrine et merci Quentin. Je vais donc passer maintenant la parole à Suzy Naval de Rotor. Oui, bonjour. C'est bon, tout marche bien? Ouais. Ok. Est-ce que c'est possible de partager mon écran? Comme ça, je peux passer les slides. Oui, ou tu demandes le contrôle. Hein. C'est normalement possible. Si tu vas en haut l'écran, tu peux demander le contrôle. Je vois pas ça. Comme j'ai pu faire avec Perrine et Quentin. Mais c'est que je ne te vois pas dedans. Ok, sinon on fait comme ça, c'est pas grave. Ok. Ok, donc bonjour à tous. Donc je vais vous parler du réemploi, plus particulièrement dans le secteur de la construction. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide? Je travaille chez Rotor, qui est une ASBL qui est spécialisée dans les questions liées à la circularité des matériaux de construction. Rotor ASBL conduit des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, travaille sur des projets de design, des projets de recherche, organise plusieurs expositions par an sur les thèmes de la circularité et de la matérialité. Et depuis quelques années, grâce à l'expertise qu'on a développée, on intervient aussi parfois en tant que conseil auprès des politiques publiques, donc sur toutes les politiques en matière de construction circulaire. On a aussi donc, une entreprise coopérative qui s'appelle Rotor DC, qui a été créée en 2016 et qui en fait conduit une activité que je vais expliquer un peu plus loin, qui consiste en gros à récupérer des matériaux de construction issus de bâtiments qui vont être démolis pour les reconditionner et les revendre pour qu'ils soient réintégrés dans de nouvelles constructions. Slide suivante, s'il vous plaît. Vous avez déjà très bien expliqué en quoi consiste le réemploi et tous ses impacts positifs. Je voudrais juste quand même insister sur l'impact particulier des matériaux de construction qui représente 10 à 20% de l'empreinte carbone des bâtiments en Europe et des déchets de démolition et construction qui représentent un tiers des déchets générés en Europe, en sachant que ce chiffre est beaucoup plus élevé dans les pays d'Europe de l'Ouest. Sur les graphiques que vous voyez, il s'agit à chaque fois de la comparaison de l'impact environnemental
pour un type de matériau entre sa version neuve et sa version en réemploi. Donc, en haut à gauche pour 1 mètre carré de briques, en bas à gauche pour 1 mètre carré de carreaux de ciment, c'est une erreur de dire mur de briques, et à droite pour une section d'acier. Donc, on ne va pas détailler toute la légende, mais on voit à chaque fois la version neuve a un impact environnemental beaucoup plus élevé que sa version en réemploi. Cet impact environnemental donc, en réemploi est diminué drastiquement du fait qu'on évite la phase d'extraction et de production. Donc, ça permet d'éviter une production significative d'émissions de CO2, mais aussi d'éviter un impact énorme sur les écosystèmes, l'occupation des sols, la santé humaine, la consommation de ressources en eau, etc. Donc, le réemploi des matériaux de construction permet d'avoir un impact très positif sur le bilan CO2 de votre construction, mais a aussi un impact absolument non négligeable sur la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes. Voilà, slide suivante. Merci. Donc, le réemploi est une pratique historique. Pendant très longtemps, pendant des siècles, c'était totalement normal de réemployer les matériaux de construction. Là, on a la photo d'un revendeur de matériaux qui avait pignon sur rue dans Paris à une époque, en plein centre. C'était jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était très courant d'avoir des ventes publiques de matériaux, pour des matériaux qui devaient être extraits de bâtiments destinés à être démolis. C'était aussi très courant, c'était même totalement normal que les entrepreneurs aient une obligation de démonter soigneusement les matériaux pour que ceux-ci puissent être réemployés. Et c'est donc dans les années 1950 que les démolisseurs ont commencé à s'outiller avec des équipements explosifs et des boules de démolition qui ont permis d'aller beaucoup plus vite dans la démolition, donc de baisser drastiquement leur prix. Et c'est comme ça qu'en quelques dizaines d'années, donc la pratique du réemploi est tombée en désuétude, au point qu'aujourd'hui, c'est presque ironique, mais en fait, aujourd'hui où les maîtrises d'ouvrage se réintéressent de plus en plus à cette pratique, on en parle comme quelque chose d'innovant, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui a disparu il n'y a même pas si longtemps que ça. Voilà, slide suivante. Donc, je vais vous présenter rapidement les trois grandes stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour réemployer des matériaux de construction et le secteur économique qui se cache derrière. La suivante. Donc, voilà, les trois grandes stratégies qu'on va avoir sont numéro 1, le réemploi sur site, numéro 2, le réemploi de chantier à chantier, et numéro 3, le réemploi en passant par des fournisseurs professionnels. La suivante. Merci. Donc, le réemploi sur site, c'est souvent la première stratégie à laquelle vont penser les maîtrises d'ouvrage qui ne sont pas encore très familières avec le sujet. Donc, ça consiste simplement, entre guillemets, dans un bâtiment qui va être déconstruit, à extraire des matériaux qui sont pertinents pour le réemploi et ensuite à les réintégrer soit dans la réhabilitation du même bâtiment, soit dans le nouveau bâtiment qui va être construit sur le même site. Souvent, les maîtrises d'ouvrage envisagent uniquement cette stratégie parce qu'elles considèrent que c'est comme ça qu'elles vont pouvoir vraiment revendiquer une pratique circulaire, vu que les matériaux ne vont pas sortir du chantier. Slide suivante. Donc, deuxième stratégie, le réemploi de chantier à chantier. On peut aussi appeler le réemploi en flux tendu, donc qui consiste à extraire des matériaux sur un chantier en démolition et les acheminer directement sur un chantier de construction pour réintégrer ces matériaux. Donc, dans les deux stratégies, donc celle sur site et celle de chantier à chantier, il y a l'avantage qu'on peut avoir facilement à disposition les matériaux, on peut déjà identifier les matériaux qu'on va intégrer dans son projet. Par contre, dans les deux cas, il y a aussi des inconvénients qui sont qu'on a tendance à sous-estimer tous les risques liés à la phase logistique, c'est-à-dire le transport, le stockage et le reconditionnement. On a tendance à aussi sous-estimer les risques de perte qui peuvent arriver donc, dans toutes ces phases. Et
pardon, bon, oui, donc voilà, donc ça c'est les inconvénients. Et c'est le réemploi de chantier à chantier, désolé pour le bug, c'est une stratégie qui aujourd'hui peut bien se passer, par exemple, au sein d'une organisation qui gère un large portfolio de projets, mais qui est quand même assez périlleuse à mettre en place quand on n'est pas encore familier avec le réemploi ou qu'on n'est pas accompagné par une assistance de la maîtrise d'ouvrage qui pourra amener son expertise. Pour donner un exemple, Rotor accompagne la rénovation d'une tour de bureau à Bruxelles, dans laquelle on a extrait un groupe de ventilation qui a été acheminé pour être intégré dans un autre immeuble en cours de construction à Anvers. Il y avait en tout 7 entreprises impliquées dans l'opération. Donc, je vous laisse imaginer toute la logistique et la coordination et toute la communication que ça demande pour que ça se passe au mieux. Voilà, slide suivante. Donc la dernière stratégie, c'est donc celle qu'on envisage le moins aujourd'hui, alors que comme je le disais dans l'introduction, pendant longtemps, c'était totalement normal de procéder ainsi. C'est celle de passer par des fournisseurs professionnels qui donc ont beaucoup... ce secteur économique a clairement beaucoup diminué depuis qu'ils avaient pignon sur rue dans Paris, comme on l'a vu, mais ils existent encore. Et certains sont même assez fructueux. En Belgique, on a aujourd'hui environ 130 PME qui sont surtout implantées dans les zones rurales, qui peuvent être spécialisées dans la récupération d'un matériau particulier ou au contraire être généralistes. Donc, le grand avantage, chez Rotor, on insiste beaucoup sur cette stratégie parce que souvent, elle n'est pas du tout envisagée, alors qu'en fait, pour des maîtrises d'ouvrage qui veulent garder une ambition assez simple et pragmatique quand elles ne maîtrisent pas totalement le sujet, ça reste la stratégie où les risques sont le plus maîtrisés parce qu'au final, on a un intermédiaire qui va assurer, qui peut assurer un stockage temporaire et qui peut aussi assurer tout le reconditionnement. Et je reviens aussi sur une question qui a été posée juste avant sur l'ESS. Le secteur du réemploi, c'est un secteur qui fonctionne bien, mais voilà, il y a aussi des liens à faire avec l'ESS dans ce secteur, mais en soi, il y a des emplois qui sont créés sans avoir besoin de subventions ou autre. Voilà, slide suivante. Merci. Voilà, l'avantage de passer par des fournisseurs professionnels, c'est qu'on peut du coup bénéficier d'un savoir-faire technique dans le reconditionnement qui permet de diminuer les risques de perte et donc de mieux maîtriser les coûts dans son projet. Ça permet aussi donc de stimuler une main-d'œuvre locale, puisqu'au final, souvent, quand on fait du réemploi, le prix du matériau, le prix de la matière en elle-même va être beaucoup moins élevé, mais il va y avoir un certain coût à mettre dans le reconditionnement. Sauf que du coup, au lieu de financer parfois des entreprises d'extraction, parfois dans des conditions qui ne sont pas éthiques, là, on est assuré de stimuler une économie locale. Et enfin, donc voilà, ça permet de faire fonctionner une circularité des matériaux à grande échelle. La suivante. Voilà, donc là, c'est une carte de la Belgique qui vient du site Opalis, dont je vais vous parler un peu tout au long de cette présentation, qui a été créée et qui continue à être alimentée par Rotor et qui donc répertorie tous les fournisseurs professionnels avec des informations sur chacun. Donc on a 3 exemples, 2 en Wallonie et un près de la frontière, en France, tout près de la frontière. Slide suivante. Je vous ai parlé de tous les avantages à passer par des fournisseurs professionnels. Il y a encore quelques inconvénients qui sont qu'aujourd'hui, comme c'est un secteur économique qui répond donc aux lois classiques de l'économie de l'offre et de la demande, aujourd'hui, les fournisseurs professionnels ne fournissent pas tous les matériaux possibles et imaginables, puisqu'ils s'en tiennent à ceux pour lesquels ils sont assurés de trouver preneur. Donc, par exemple, là, vous avez des matériaux qui sont aujourd'hui très stables sur le marché du réemploi. C'est-à-dire que si vous êtes flexible sur la couleur ou voilà, l'aspect visuel,
vous êtes assuré de trouver de quoi répondre à votre besoin. Donc on a par exemple tout ce qui est pierre et briques, le bois aussi, les sanitaires, les radiateurs, les matériaux de finition sont des matériaux qui fonctionnent très bien sur le marché du réemploi. C'est là aussi qu'on peut souligner le rôle qu'aujourd'hui les grandes maîtrises d'ouvrage ont à jouer, puisque si vous commencez à intégrer de plus en plus de réemploi dans votre projet, forcément ça va stimuler une demande qui va parvenir aux revendeurs, qui vont du coup s'intéresser à d'autres matériaux et qui vont du coup entraîner l'extraction de plus de matériaux dans les immeubles en cours de démolition. Et c'est comme ça qu'on lance une économie circulaire. Voilà, slide suivante. Merci. Donc les 3 stratégies que je vous ai présentées, donc elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients qui diffèrent. Au final, ça dépendra beaucoup aussi de votre projet, des caractéristiques de votre projet, de savoir laquelle est la plus pertinente en l'espèce. Donc comme j'ai dit, chez Rotor, on insiste beaucoup sur le secteur des revendeurs parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est la solution la plus pragmatique, surtout pour les nombreuses maîtrises d'ouvrage qui commencent à s'intéresser au réemploi et que ça représente un secteur économique qui mérite d'être appuyé pour son potentiel. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement quelques conseils, peu importe la stratégie, quelques conseils à garder en tête quand on désire se lancer dans une démarche de réemploi, avec des exemples qui ont appliqué tour à tour l'une ou l'autre de ces 3 stratégies. Voilà, slide suivante. Donc, premier principe, conseil, c'est de questionner son regard. Donc, je vais illustrer ça par un exemple. En fait, c'est qu'il y a 2 semaines, donc on présentait cette référence de réalisation au réemploi à une maîtrise d'ouvrage qui souhaite donc faire intégrer une ambition réemploi dans le bardage d'un grand bâtiment public. Et en fait, eux étaient gênés par l'aspect vieilli, on peut dire, de la façade et s'inquiétaient de l'image architecturale que ça pouvait donner pour un bâtiment financé par de l'argent public et destiné à accueillir du public. C'est pour ça que cette image, c'est vraiment un manifeste, parce que bien sûr, c'est souvent, on ne va pas être capable comme ça de savoir que c'est des matériaux de réemploi aussi facilement. Mais je pense qu'elle montre aussi que c'est important d'apprendre, même si c'est subjectif bien sûr, que c'est important d'apprendre à apprécier autrement donc le visuel du réemploi pour ce qui se cache derrière, c'est-à-dire déjà un effort énorme sur la préservation donc, de l'environnement et donc un idéal de société, mais aussi plus simplement d'une valeur culturelle et patrimoniale. Par exemple, là, cette façade, c'est 1500 mètres carrés de planches de bois qui venaient d'anciens wagons de train qui ont été réemployés. Donc, on peut le voir comme quelque chose de déjà, avec déjà beaucoup de traces d'usure, mais on peut aussi voir tout ce qui se cache derrière en matière de symboles d'histoire et de symboles culturels. Slide suivante. Donc, la slide suivante, c'est un autre exemple d'une façade en briques qui est déjà un peu patinée, mais où c'est moins parlant pour montrer que le réemploi, en fait, on peut très bien faire quelque chose avec du réemploi ou on ne verra pas que c'est du réemploi. Ça dépendra du projet, bien sûr. Mais je pense que c'est important quand même de s'inscrire dans cette démarche avec cette envie de questionner un peu cette idée-là et de réfléchir à comment on le valorisera plutôt que comment ça va être un problème. Slide suivante. Conseil numéro 2, donc anticiper le plus tôt dans son projet. Donc là, comme exemple, c'est la tour multi que j'ai mentionnée plus haut, sur laquelle Rotor effectue une mission d'AMO encore en cours, où l'objectif initial, les objectifs initiaux, c'était 1, de maintenir autant que possible le bâtiment existant, et 2, intégrer 2% de matériaux de réemploi en valeur. Donc aujourd'hui, on a 86% du bâtiment qui est maintenu et on en est déjà à 8% de matériaux entrants issus du réemploi. Donc bien sûr, il y a Rotor qui intervient en tant qu'expertise, ce qui permet aussi d'aller plus loin. Mais ce qui permet aussi d'être aussi ambitieux dans ce projet, c'est que justement la maîtrise d'ouvrage, dès le départ, a intégré cet objectif dans sa programmation, dans tous les documents du projet. Ça permet aux architectes aussi de l'intégrer très en amont dans leur projet.
Et ça permet d'anticiper très à l'avance tous les risques possibles, tous les coûts qui peuvent en découler, et donc de bien les maîtriser dans toute la durée du projet. Voilà, slide suivante. Merci. Donc, troisième conseil, pensée circulaire au-delà du bâtiment. Là, c'est juste un petit rappel par rapport à quand je vous présentais déjà les 3 stratégies. Qui se relient souvent en fait que donc les maîtrises d'ouvrage vont souvent d'abord penser au in situ et vont même parfois être un peu réfractaires à envisager une autre stratégie que le réemploi sur le site sans sortir du site. Souvent, on a l'argument du transport. On nous dit que du coup, les maîtrises d'ouvrage ont peur que le fait de transporter les matériaux hors du chantier, au final, ça annule le bénéfice lié au fait d'éviter la phase d'extraction et de production de ces matériaux. Mais là-dessus, je vous rassure, c'est vraiment, l'impact du transport reste vraiment négligeable par rapport à l'extraction d'argile ou de pierre et toute la phase de production qui s'ensuit. Donc, ça sera vraiment négligeable dans votre bilan carbone. Et surtout, au final, ça permet, donc déjà, comme j'ai dit, de stimuler une économie locale, mais ça permet aussi d'éviter souvent des pertes. Donc, au final, même là, l'impact du transport est compensé. Donc là, l'exemple, c'est des cloisons vitrées de bureaux qui ont été extraites pour être réintégrées dans un autre bâtiment. C'est pour souligner aussi le fait que les matériaux contemporains, et surtout ceux qu'on trouve dans les immeubles de bureaux, sont encore peu répandus sur le marché du réemploi, alors qu'en fait, un immeuble de bureau est souvent complètement rénové tous les 5 ans, et tous les matériaux qui en sont extraits sont jetés alors qu'ils sont encore en parfait état. Voilà, slide suivante. La slide suivante, c'est un autre exemple que vous connaissez peut-être, c'est la façade du Conseil européen, où la partie de gauche est une extension dans laquelle les architectes ont voulu faire une verrière avec des cadres de fenêtres de réemploi. Donc on a plus de 3000 cadres de fenêtres qui ont été sourcés dans toute l'Europe par un revendeur belge qui s'est occupé ensuite de les reconditionner et de les adapter au design. Et voilà, donc ça permet de montrer qu'en ayant une vision qui va au-delà du simple site du bâtiment, on peut aller dans des ouvrages très ambitieux. Slide suivante. Conseil suivant, comment c'est simple et reproductible. Là, je vous ai montré parfois des projets très ambitieux, mais bien sûr, on ne conseille pas du tout de vous lancer là-dedans pour votre premier projet réemploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est en moyenne 1% de matériaux de réemploi de matériaux qui sont réemployés dans la construction. Donc, chez Rotor, ce qu'on conseille souvent, c'est de simplement viser les 2% pour commencer, donc de se mettre un objectif chiffré de 2% de réemploi en se disant que vous ferez déjà 2 fois mieux que la moyenne. Vous pouvez aussi vous mettre un objectif en visant un matériau précis, donc comme des matériaux qui sont déjà très stables sur le marché du réemploi et qui ne présentent pas de contraintes particulièrement difficiles. Donc ça peut être les pavés, les briques, slide suivante s'il vous plaît, les éléments d'aménagement intérieur, comme on peut voir dans ce café, où il y a eu donc le carrelage, les pièces d'éléments de cuisine, les sanitaires, les panneaux, les rampes d'escalier, une partie de l'ameublement, les éléments d'éclairage, etc. Tout ça est en réemploi, et donc en fait, au final, en visant seulement des matériaux qui présentent peu de contraintes techniques, c'est-à-dire qu'il va y avoir peu de contraintes compliquées à respecter en matière de sécurité et de santé, au final, on peut déjà intégrer beaucoup d'éléments dans le projet qui sont en réemploi. Slide suivante. Et voilà, et donc là, c'est juste pour vous montrer jusqu'où vous pourrez aller si vraiment vous devenez des grands fous du réemploi et que vous n'arrivez plus à vous en passer. Peut-être qu'un jour, vous réemploierez 98 tonnes de poutres en acier, comme dans la structure de ce bâtiment. Ou en plus, pour faire encore plus simple, ils ont été sourcés, donc ces poutres en acier sur différents chantiers sur le territoire du Royaume-Uni. Donc on imagine toute la logistique qui se cache derrière. Voilà, slide suivante. Conseil suivant, donc, qui est très important, c'est se laisser de la flexibilité dans la conception. Donc ça concerne à la fois les maîtres d'ouvrage qui vont donner donc leur
validation sur le projet et les architectes. En fait, très simplement, on peut accepter d'avoir un peu de flexibilité sur les aspects non essentiels dans la conception, c'est-à-dire les aspects qui n'ont pas d'impact sur les réglementations en matière de sécurité ou de santé. Ça peut être les dimensions, les couleurs, donc souvent l'aspect visuel final. On a 3 exemples ici. Donc à gauche, par exemple, on a un sol qui a été fait avec des carreaux de ciment qui ont des motifs différents et qui a été utilisé pour faire un sol de cuisine. Au centre, on a donc cet effet un peu mosaïque en opus incertum, où en fait simplement là les carreaux avaient été extraits d'une façon où ils avaient été un peu abîmés et du coup on ne pouvait pas avoir des carreaux de dimensions parfaitement égales pour les intégrer donc tous en entier. Donc les carreaux abîmés ont été brisés pour recréer cet effet mosaïque. Et à droite, on a des tablettes de fenêtres avec des longueurs et des largeurs différentes. Au final, en acceptant de jouer avec ces différentes dimensions, l'architecte a pu faire un revêtement de murs de salle de bain. Voilà, slide suivante. Un autre exemple qui concerne la flexibilité, qui montre, parce que là j'ai montré des exemples plutôt à petite échelle en aménagement intérieur, mais qui montre que c'est aussi possible à grande échelle. Là, on a donc la façade de l'Université de Liège, qui est faite en bois de réemploi, donc 1600 mètres carrés de bardage en bois, où en acceptant pareil de jouer sur les longueurs, donc avec une épaisseur fixe pour toutes les planches, mais des hauteurs, des longueurs variables qui ont permis d'utiliser un très grand nombre de chutes de bois. Voilà, slide suivante. Dernier conseil, donc, qui s'adresse aux maîtrises d'ouvrage publiques, c'est de s'appuyer sur les outils disponibles qui existent mais qui sont souvent un peu méconnus. Et je voudrais juste insister donc, sur l'avantage de la négociation, parce qu'on a remarqué que souvent les maîtrises d'ouvrage publiques en Belgique n'ont pas le réflexe de se tourner vers des procédures qui autorisent la négociation, alors que c'est vraiment là que c'est vraiment ce qui sera le plus adapté à votre projet emploi et qui vous permettra de préparer au mieux vos relations et votre marché avec l'entrepreneur. La slide suivante. Donc, pour finir, assez rapidement, je vais vous présenter quelques outils qu'on développe, vous pouvez passer à la slide suivante, dans le cadre d'un projet européen dont Rotor est le partenaire principal. Donc c'est un projet Interreg qui s'appelle SRBE pour faciliter la circulation des éléments de construction de réemploi en Europe. Slide suivante. L'objectif de ce projet, c'est d'augmenter de 50% la quantité de matériaux de construction de réemploi en Europe, donc sur la zone Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France, Royaume-Uni. Slide suivante. Et dans ce cadre, on développe un certain nombre d'outils. Donc, l'annuaire Opalis, qui existait déjà avant, mais qui est étendu aujourd'hui, donc au-delà de la Belgique, donc qui recense tous les revendeurs, tous les fournisseurs actifs donc dans la récupération, le reconditionnement et la revente de matériaux de construction. Pour chacun, à chaque fois, vous avez les informations pour savoir dans quoi ils sont spécialisés, quels services ils offrent, est-ce qu'ils offrent des garanties, parce que certains offrent des garanties équivalentes au neuf sur leurs produits. Vous pouvez faire une recherche par type de matériaux, par type de fournisseur, par localisation géographique. Vous avez des exemples de références, des références de projets comme ceux que je vous ai montrés avant. Et vous avez aussi des fiches techniques qui sont ajoutées au fur et à mesure sur les matériaux de réemploi, c'est-à-dire toutes les précautions à prendre dans la dépose et la remise en œuvre. Slide suivante. Donc il y a aussi un guide qu'on développe qui s'adresse aux grandes maîtrises d'ouvrage et aussi aux maîtrises d'ouvrage publiques pour intégrer les matériaux de réemploi dans un projet de construction étape par étape. Donc, ça vise surtout les grands projets et c'est compatible, comme je l'ai dit, avec les marchés publics. Mais ça peut aussi, les maîtrises d'ouvrage privées peuvent aussi en profiter. Slide suivante. Et pour finir, donc, petit appel à intérêt. Dans le cadre de ce projet, on conduit aussi un certain nombre d'opérations pilotes dans lesquelles on accompagne donc gratuitement, parce que c'est financé par l'Europe, une maîtrise d'ouvrage dans un projet réemploi. Donc, il peut s'agir soit d'extraire un lot de matériaux
d'un chantier de démolition vers une filière de réemploi, soit d'intégrer un élément, des matériaux de réemploi dans un projet de construction. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail. Je sais qu'en Wallonie, ils sont encore à la recherche de quelques opérations pilotes, donc vous pouvez m'envoyer un mail et je vous redirigerai vers le référent pour la Wallonie. Voilà, et dernière slide avec mes contacts dessus. Merci pour votre écoute et voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup, Suzy. On a vite une petite question dans le chat. Est-ce que le critère de réemploi des matériaux de construction est un critère éligible lors d'un appel d'offres de marché public? Oui, vous pouvez mettre un critère de réemploi. Vous pouvez même prescrire directement dans votre cahier des charges le fait que le matériau soit en réemploi. C'est quelque chose qui est accepté. Donc, après, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez me les envoyer par mail. Mais oui, c'est complètement possible. Ok, merci. Ouais, merci beaucoup, Suzy, en tout cas. Voilà, je vais donc maintenant passer la parole à Claire Lintos de Yellow Event. Claire, je vais vous donner le contrôle. Voilà. Voilà. Ok. Bonjour à tous. Alors, je suis responsable de projet et communication chez Yellow Event. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser le réemploi et le reconditionnement dans le secteur de l'événementiel, qui n'est peut-être pas le premier secteur auquel on pense quand on parle de ces deux sujets. Avant toute chose, donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une agence événementielle basée à Louvain-la-Neuve, créée en 2006, mais active dans le secteur depuis 1995, et on est une équipe de 11 personnes. Nos événements sont principalement en Wallonie, à Bruxelles, mais aussi en Flandre, en France ou en Allemagne. On organise plus de 100 événements par an, et alors notre public varie entre 30 à 25 000 personnes, donc on est sur une variété de types d'événements assez importantes. Notre spécificité, c'est qu'on essaye de faire des événements plus responsables. Alors, comment on le fait? C'est au fur et à mesure des années, en fait, que notre engagement responsable a pu évoluer. On a pu développer plusieurs projets en nous entourant de partenaires qui nous ont aidés à aller plus loin dans notre réflexion. On a pu développer, par exemple, un calcul de l'empreinte écologique, de l'impact carbone de nos événements, un logiciel de gestion d'événements durables. On a pu être certifié MAS et ISO 14001. Après, on a fait en 2015 le bilan de ces certifications. On a simplement décidé que, vu le temps alloué à ces certifications dans une petite équipe, à savoir qu'à l'époque, on n'était que 6, voilà, on a décidé simplement de réattribuer ce temps et par définition ce budget dans des projets plus concrets. Et donc, c'est passé par des dons ou simplement des prêts à des associations ou des projets qui nous tenaient à cœur et qui nous tiennent toujours à cœur. Et alors, on a aussi instauré une plantation d'arbres via les ASBL Graines de Vie qu'on a simplement instauré dans nos budgets. Donc, ça veut dire que nos clients, qu'ils soient du domaine public ou privé, ont dans leur budget une petite ligne supplémentaire qui est la plantation d'arbres, qui est un peu la petite contribution environnementale de l'événement qui est créé. À la suite de notre parcours et de nos expériences, on a donc décidé de définir des engagements forts qui sont, par exemple, d'éco-concevoir nos événements en proposant des activités adaptées avec un lieu réfléchi, des partenaires engagés dans une démarche similaire à la nôtre. On parlait tout à l'heure de coopération. On pense que c'est vraiment un des points clés pour aller plus loin ensemble. Encourager un tri systématique des déchets, inciter nos clients à adopter des solutions de covoiturage, de transport en commun et optimiser nos propres transports également. Veiller à s'inscrire de manière globale dans un processus d'amélioration continue, porter une attention à la prévention en matière de sécurité, de santé et de pollution, et alors construire un environnement agréable en offrant un repas sain, équilibré à nos employés, en profitant des aliments issus de notre potager ainsi que de nos œufs frais.
Ce qui nous amène à la slide suivante, qui est notre quotidien. Parce qu'on pense qu'avant de réfléchir à nos activités, on doit avoir une logique globale. Donc on ne peut pas proposer des événements dits plus responsables alors que le quotidien ne suit pas. On est dans une logique cohérente avec le sens de A à Z. Et donc notre quotidien, ben voilà, comme beaucoup d'entreprises, on est situé dans un parc scientifique à Louvain-la-Neuve et on a un espace vert qui n'était pas exploité. Alors, on a décidé simplement que c'était un peu dommage et donc de le reconvertir en potager. Alors, on prend un peu de temps sur notre temps de travail pour nous y consacrer, à savoir qu'en faisant une tournante, ça peut être facilement réparti. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir un repas de qualité tous les midis avec des salades l'été, des soupes l'hiver. On a nos animaux avec nos chèvres qui nous permettent simplement d'entretenir le reste de la pelouse. Voilà, c'est un cadre de vie qui nous tient à cœur et qui prend tout son sens. Alors, comment éco-concevoir son événement? On a différents départements en soi quand on organise un événement, différentes catégories. On a le lieu, comme je vous disais tout à l'heure, le catering, les activités, l'aménagement, le transport, la communication. C'est un peu les 5 gros points dans chaque événement qui sont à penser, parfois plus, parfois moins, puisque évidemment, selon l'événement que nous organisons, on a parfois des tâches qui sont plus importantes que d'autres. Ça dépend de la demande et du souhait de nos clients. Comme je vous disais par rapport au lieu, alors là, et qu'en fait, comme dans chacun des points, un des points essentiels, c'est de s'entourer de partenaires qui partagent nos valeurs. En termes de catering, par exemple, en termes d'achat vraiment circulaire, on a investi ces dernières années dans des assiettes réutilisables. Alors, on connaissait tous les gobelets réutilisables déjà sur les festivals, mais les assiettes étaient encore un point noir. Alors, même si on travaillait avec de la vaisselle compostable, on était toujours dans le déchet. Donc voilà, on apprenait la réutilisation avec ces assiettes et on l'impose du coup à nos partenaires food truck et autres partenaires dans des événements, alors là, de plus grande ampleur, quand on ne peut pas utiliser simplement de la vaisselle de location. En termes d'activité, d'aménagement et de communication, je vous le développerai plus tard. Et en termes de transport, comme je vous le disais, ça va dans l'incitation du public à venir sur nos événements, mais aussi dans nos propres transports, où on est amené à avoir une flotte de véhicules. Et donc, on va réfléchir à l'achat directement. On ne va pas utiliser la même camionnette pour chacun de nos déplacements. Si on a un petit événement ou si on a une petite réunion, on ne va pas sortir notre camion pour aller à cette réunion. Et donc, voilà, j'utilise évidemment les opposés, mais c'est vraiment choisir le bon véhicule pour le bon transport, essayer de rationaliser aussi tous nos trajets. Alors, en termes d'activité, alors évidemment, on n'est même pas souvent maître de ce que le client choisit, mais en tout cas, on pense qu'on a une mission de conseil, de sensibilisation auprès de nos clients et par définition auprès du public qui participera aux événements de nos clients. Et donc, pour cela, ça nous tient à cœur de proposer des activités qui ont du sens et qui sont plus proches de la nature et de l'humain. Et alors, comment faire intervenir le réemploi et le reconditionnement? C'est à travers la sensibilisation, premièrement, en parlant de potager urbain, de compost, en faisant des ateliers culinaires qui prônent un anti-gaspi, des produits de saison locaux ou issus du commerce équitable, des ateliers do it yourself où on peut produire, par exemple, ces produits ménagers cosmétiques soi-même, faire de la couture avec des chutes de tissus récupérés, de la déco récup, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, des jeux thématiques aussi, simplement, voilà, comment faire passer de manière ludique le message de prévention au final, qui est une réduction des déchets dans le terme du réemploi et de reconditionnement, mais dans tous les critères environnementaux et sociétaux. On a développé aussi, par exemple, en termes d'activité, un team building qui s'appelle la réaction en chaîne. Alors là, on s'est dit, donc en fait, il faut savoir que derrière nos bureaux, on a un énorme entrepôt constitué donc d'un grand espace de stockage, d'un atelier de menuiserie. Et au fur et à mesure des années, on a pu accumuler pas mal de matériel qui dormait beaucoup, ou en partie, la plupart du temps. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire un peu de tout ça?
on cherchait une nouvelle activité de team building et on s'est dit, ben voilà, comment à nouveau sensibiliser notre public au terme au réemploi. Et donc, on s'est dit, eh ben, on va essayer de réfléchir à tout ce matériel dormant et le mettre en fonction. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour cette activité-là, le public va être réparti en différentes équipes et chaque équipe va recevoir un matériel de base avec un outillage, mais aussi une valise, une espèce de grosse box où on a une quantité de matériaux de récupération. Donc, comme vous pouvez le voir, des tubes en PVC, des vieux bols, des balles de tennis, tous ces petits éléments qui peuvent un peu traîner chez nous, qui sont un peu des surplus. Et à l'aide de ces éléments-là, on doit créer des engrenages. Et donc, on a un objectif précis qui est, par exemple, qu'à la suite de 10 réactions en chaîne, donc ça peut être une chute de domino, un jeu de ficelle, arriver au point de chute qui va, par exemple, être de crever un ballon ou un autre objectif. En termes d'aménagement, donc comme je vous le disais, on a un entrepôt et on a aussi un atelier de menuiserie. On a un menuisier aussi qui loue une partie de notre entrepôt et on a dans notre équipe des compétences plus manuelles. Donc on a décidé de créer notre propre mobilier avec du bois certifié FSC, donc qui a été créé et pensé pour répondre au mieux à nos besoins et qui constitue en fait une base pour nos événements. Alors ce mobilier est réutilisé d'événement en événement. On a réfléchi bien sûr aux matériaux utilisés pour qu'ils soient le plus adéquat pour des événements extérieurs, qu'il ait un bon vieillissement ou simplement un reconditionnement facile, un coup de ponçage, un coup de cirage et le mobilier est quasi comme neuf. Et alors sur des événements de plus grande ampleur, on complète avec de la location. Comme vous avez pu le voir sur les précédentes photos et sur celle-ci maintenant, on utilise aussi du mobilier de récupération. Donc ça veut dire que sur la photo de gauche, par exemple, vous pouvez voir des tourets qui ont été transformés en table, des chaises de récupération qui forment cet esprit aussi de convivialité. Je vous parlais tout à l'heure de déco-récup. On a créé ces guirlandes que vous pouvez voir qui sont en fait des guirlandes faites à partir de tissus, de chutes de tissus. Sur la droite, vous pouvez voir des pneus qui ont été transformés en pouf, des vieilles cassettes VHS qui ont été transformées en table basse. On ne le voit pas très bien au fond, mais c'est une baignoire reconvertie en fauteuil. Ce sont toutes des idées en termes d'aménagement qui sont assez faciles. Au final, simplement, voilà, ça amène un peu de réflexion, de chiner ça et là, de récupérer des objets et de réfléchir à leur donner une nouvelle vie et surtout de faire passer un message au public qui participe à nos événements à pourquoi pas insérer un de ces poufs chez eux ou utiliser des chaises ou faire une petite guirlande. Voilà, c'est tout des processus de sensibilisation assez faciles. Alors, on est amené à faire des événements de décoration. Alors là, ce sont typiquement les événements les plus difficiles puisque, par définition, on le sait tous, l'événementiel n'est pas un secteur durable puisqu'on est sur un événement one-shot, vraiment un moment éphémère. Et du coup, comment rendre quelque chose d'éphémère durable? Alors, premièrement, on se sert de notre entrepôt. Alors, il faut savoir que par rapport à une autre agence événementielle, il y a certaines agences qui vont s'occuper que de la création ou que de la coordination sur le terrain. Notre spécificité à nous, c'est qu'on organise l'événement de A à Z. Donc, on va être autant dans la conception que sur le terrain. Ça veut dire qu'on a une vision d'ensemble assez importante et qu'on va pouvoir réfléchir au mieux au côté pratique et réaliste de nos créations et de nos aménagements. Donc là, par exemple, pour ces événements type déco, on va réfléchir simplement, qu'est-ce qu'on a dans notre entrepôt? Quel matériel peut être réutilisé? Et en fait, le défi, c'est, avec les mêmes objets, créer des ambiances différentes ou simplement les réutiliser dans d'autres usages. Et donc, on va faire appel aux deuxième main, au site deuxième main, on va aller au petit rien, on va faire des appels aux dons pour simplement collecter des objets. Par exemple, en haut à gauche, vous voyez une décoration sur le thème des super-héros. Voilà, on a collecté des figurines sur deuxième main, des folders, si j'arrive, pour créer cette décoration qui ne suscite pas
un achat de pure consommation de nouveaux objets. Pour une soirée années 80, on a récupéré de vieilles cassettes qu'on a peintes en atelier. Simplement, on a mis des objets aussi récupérés en termes de décoration simple. On réutilise par exemple nos ballots de paille qui servent pour nos animaux et qui se transforment le temps d'un jour en siège pour une soirée cow-boy et western. Nos caisses à pommes par exemple qui peuvent être autant utilisées pour une décoration d'extérieur que pour une décoration d'Halloween ou des étagères récup ou une création d'un petit magasin par exemple dans différentes ambiances. Donc ça c'est vraiment savoir se réinventer, réfléchir et user de notre créativité pour utiliser au mieux tous les objets dont on dispose. En termes de communication, je vous parlais tout à l'heure, donc selon les types d'événements, on n'est pas toujours amené à gérer la communication de A à Z, mais on est la plupart du temps sollicité pour l'aspect signalétique, qui se trouve vraiment dans l'aspect concret sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait pour cela? Alors, on va utiliser des panneaux standards. Ça veut dire que dans la plupart des événements, on a des zones récurrentes. Une zone parking, WC, vestiaire, c'est par exemple 3 zones qui, quel que soit l'événement, vous en aurez besoin. Et alors, on décide de ne pas personnaliser ces panneaux-là, puisqu'ils peuvent être utilisés pour une multitude d'événements. Ou alors, si vraiment on ne peut pas faire autrement que les personnaliser, on verra d'autres astuces par la suite. On utilise aussi des panneaux de récupération. Ça veut dire qu'on va réutiliser des panneaux déjà imprimés. On va utiliser la face verso. On va utiliser les mêmes panneaux qu'on va simplement poncer, repeindre, réimprimer dessus. Si une personnalisation est nécessaire, comme vous pouvez le voir, par exemple, voilà, il y a des événements qui ont des identités, des programmes, on doit quand même faire passer le message de l'identité propre de l'événement. Alors, si on est sur des événements qui, on le sait, auront des éditions annuelles, on va ne pas mentionner de date. Ça nous a permis, dans un événement, par exemple, que vous pouvez voir dans les photos de gauche, qui se nomme The Park to Be, donc ce sont des activités pour la commune de Schaerbeek. On a reçu la première année l'appel d'offres, on y a répondu, on a réfléchi à cette signalétique et au final, on décide donc sur les panneaux de ne pas mettre de mention de date, simplement parce qu'on sait que le projet sera récurrent et donc si par bonheur on remporte le projet l'année suivante, on pourra réutiliser ces panneaux. Alors évidemment, on prend entre guillemets un risque pendant un an de stocker ce matériel pour peut-être qu'un autre prestataire remporte le projet et pas nous, mais voilà, c'est un risque qu'on souhaite prendre puisque finalement, on a pu gagner ce projet pendant 4 années de suite et on organise cette année la 5e édition, un peu adaptée vu les circonstances, mais bref, pendant 4 ans, on a sorti les mêmes panneaux en bois, on a juste dû les rafraîchir un peu d'année en année, mais on n'a pas dû jeter ce matériel, ni voilà, enfin, c'est vraiment un réemploi assez simple et efficace pour le coup. Et pour ce qui est des panneaux qui ne peuvent pas être réutilisés, puisqu'on a évidemment une programmation qui change d'année en année, par exemple, alors là, on va faire attention sur le choix des matériaux, selon l'usage, puisque si on est sur un programme qui va être valable qu'un seul jour, on va utiliser des panneaux plus facilement recyclables que d'autres, comme le bois qui, lui, va être choisi pour son côté durabilité aussi dans le temps. Et alors, on va utiliser aussi des palettes, mais voilà, comme on en parlait tout à l'heure, des palettes de seconde main qui nous permettent de construire des structures différentes. Comme vous voyez ici, ce sont des tours en palette qui permettent une visibilité accrue de la signalétique. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, on a construit des canapés en palette. On a construit aussi un forum qui permet simplement, le temps d'un jour ou d'un week-end, de créer du mobilier sur mesure par rapport au lieu et qui peut être réutilisé quasi à l'infini, s'il est bien stocké. Alors, on a aussi des clients qui nous challengent un peu plus et c'est ça aussi notre quotidien qui nous permet de réfléchir et d'aller toujours plus loin dans notre démarche et de nous améliorer d'année en année, même d'événement en événement. Ici, donc, nous sommes sur des photos qui sont prises
sur le Salon Zéro Déchet et sur le Festival de l'Environnement, à l'initiative de Bruxelles Environnement. Donc, vous pouvez voir que, par exemple, pour le Salon Zéro Déchet, en haut à gauche, on a créé une signalétique qui était temporaire. Ça veut dire que des associations, même si on sait que l'événement va être reconduit d'année en année, les associations vont changer. Et donc, pour cela, on avait créé la première année des panneaux qu'on avait récupérés, donc des chutes de bois peintes, et on avait fait appel à une artiste peintre qui les personnalisait à la main. Ou alors, on avait aussi fait appel, ici en dessous, vous pouvez voir une ardoise. Simplement, ben voilà, on a investi dans 80 panneaux d'ardoise qu'on peut simplement personnaliser à la craie et qui sont réutilisables d'édition en édition et même d'événement en événement. On utilise des panneaux en tableau qui, pareil, on utilise la craie et ils sont réutilisables sur tous nos événements. Et alors, la spécificité, c'est que pour Bruxelles Environnement, en 2016, on a créé une signalétique sur mesure. Alors, donc, elle n'est qu'à leur usage, vu qu'elle a été réfléchie par rapport à leur logo. Vous pouvez retrouver l'arbre qui fait référence au logo de Bruxelles Environnement. Et donc, on a 2 panneaux. Donc, on a ces panneaux à nouveau, peints à la craie, en peinture tableau, qui nous permettent une signalétique à la craie, facilement effaçable. Et alors, on a ces structures qui sont en bois, faites pour être durables, pour pouvoir les utiliser sur plusieurs événements tout au long de l'année, mais qui permettent donc d'ajouter ce petit panneau programme qui, lui, va être dans un matériau plus fin et moins... et qui ne sera pas réutilisé, simplement. Voilà. Alors, je conclus sur une phrase qui est un peu notre credo qui trône dans nos bureaux, qui est d'entreprendre en causant le moindre impact sur l'environnement, utiliser le monde des affaires pour inspirer et mettre en place des innovations qui mettent l'humain au cœur des activités. Voilà, c'est un peu ce qui résume notre activité. Alors, je vous ai parlé de 3 sujets spécifiques, mais je pourrais aller beaucoup plus loin. C'est vraiment la spécificité, c'est d'user de la créativité pour toujours réfléchir et être en perpétuel questionnement, en fait. Ok, j'organise cet événement-là, comment je peux l'améliorer, comment je peux réutiliser tout ce que je vais créer, et si je ne peux pas le réutiliser, quels matériaux je vais faire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas pour vos questions par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire. Voilà, je pense que tous les principes que vous avez présentés sont donc des choses que les participants pourront intégrer lorsqu'ils organiseront des événements. Moi, je trouve que notamment le fait, comme vous le disiez, donc de soit quand on a un événement récurrent, de ne pas mentionner de date, de faire attention au choix des matériaux, trouver une déco de deuxième main, voire comme pour Bruxelles Environnement, avoir donc une peinture de tableau qui est effaçable. Je trouve que c'est vraiment des chouettes conseils à appliquer lorsqu'on organise des événements. Merci beaucoup. Juliette, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on n'a pas de questions, mais des petites réactions pour dire bravo et souligner le fait que les exemples sont inspirants. Voilà, donc c'est positif. Merci beaucoup, Juliette. Maintenant, je passe la parole à Tanguy. Tanguy, je vais aussi vous donner donc, le contrôle. Voilà, c'est fait. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc ici, je vais vous parler du réemploi dans un secteur particulier qui est l'économie sociale. Donc un secteur qui est en fait pionnier dans la récupération et le réemploi. Maintenant, on a pu le voir, le réemploi est partout et c'est une excellente nouvelle. Mais vous allez voir que les acteurs du secteur sont des offreurs de services, tant au niveau de la récupération que de la revalorisation et de la fourniture de services. Donc, comme je vous l'ai dit, on est une fédération qui regroupe donc une 60aine d'acteurs en Wallonie et à Bruxelles. Alors concrètement, la position actuelle des opérateurs du secteur, c'est de se positionner comme finalement la dernière chance de l'objet avant de rentrer dans le circuit classique, on va dire, du déchet, j'y reviendrai. Et donc, via une série d'opérations comme la collecte préservante, le tri, la réparation et la vente, principalement via des boutiques de seconde main, on arrive à éviter énormément de déchets. Et donc, le travail du secteur, c'est d'offrir un travail professionnel
de qualité, avec des produits vraiment qui répondent vraiment aux besoins du client, en allant chercher finalement la portion la moins sexy, si vous voulez, du réemploi, puisque c'est la dernière chance du produit. Ceci aussi explique un peu pourquoi le secteur a des aides, puisqu'on va vraiment essayer d'éviter le déchet. On a vraiment la solution, la dernière solution avant de rentrer dans le circuit du déchet. Vous voyez que le secteur emploie énormément de personnes. Alors, il y a des différents types de profils, mais quand on ramène en équivalent temps plein, on se rend compte qu'il y a quand même une bonne moitié des travailleurs qui sont des salariés. Et on se rend compte que l'autre moitié est composée moitié-moitié de personnes en insertion et de personnes bénévoles. Mais en tout, ça représente près de 8000 personnes qui sont actives dans le secteur. Alors, pour nous, l'économie circulaire, on avait envie de faire un focus sur l'emploi. Parce que ce qui est très important, c'est qu'on est quand même encore à l'heure actuelle dans une société qui gaspille encore énormément de matières et de produits. On est dans une phase de transition, on voit que le réemploi est partout et c'est bien, mais il y a encore énormément de produits qui arrivent à la case déchets. Et donc, le job de nos entreprises, c'est d'aller le récupérer avant ça et d'en créer de la valeur. Et vous voyez que chaque fois que 10 000 tonnes de déchets sont traités en vue du réemploi, donc ça ne veut pas dire que les 10 000 tonnes sont effectivement réutilisées, mais une fois que ce travail de collecte préservante, de tri, de valorisation, de recherche de la meilleure solution possible est effectué, on peut générer, selon l'étude de l'ADEME, 234 emplois. Vous voyez la différence par rapport à 10 000 tonnes traitées en vue du recyclage ou 10 000 tonnes traitées en vue de l'incinération. En Wallonie, il n'y a quasiment plus de mise en décharge de déchets, fort heureusement. À l'heure actuelle, les opérateurs du réseau ressources arrivent à créer, hors bénévoles, je parle bien d'emplois, 166 emplois par 10 000 tonnes traitées. Donc, vous voyez qu'on se rapproche du chiffre théorique de l'ADEME et je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut encore faire pour arriver à ce résultat. Donc ça, pour nous, l'économie circulaire, on avait envie de mettre l'accent là-dessus. Vous verrez qu'il y a déjà énormément de choses qui sont faites, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, l'économie circulaire, vous connaissez évidemment le concept et le schéma. Disons que les opérateurs du réseau ressources se positionnent comme des réutilisateurs et des remanufactureurs ou des personnes qui reconditionnent des matériels en vue d'en faire un nouvel usage. Pourquoi? Parce que à cette étape-là, on évite le déchet, mais aussi on crée de l'emploi. Et sur de la matière qui sinon serait au mieux recyclée. Évidemment, il y a plein d'autres économies circulaires bien plus vertueuses, qui est l'entretien, la réparation. Bon, sachez évidemment que nos opérateurs passent très souvent par la case réparation et reconditionnement pour effectivement réutiliser les déchets qu'ils collectent. Donc, une des caractéristiques principales de nos opérateurs, c'est qu'ils travaillent ce qu'on dit par filière. Ce sont en fait des métiers différents et des valoristes. Les valoristes, c'est le nom commun utilisé par les opérateurs du secteur. Les principales filières de notre réseau, c'est le textile. Vous voyez qu'on utilise le terme de déchets. Donc, ce n'est pas des vêtements de seconde main, mais c'est bien des textiles qu'on récupère et qu'on réutilise au mieux. C'est la même chose pour les électroménagers. En termes techniques, ce sont des déchets électriques et électroniques. L'informatique est une sous-rubrique des déchets électriques et électroniques. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers différents, ce sont un travail spécifique de donner une seconde vie à du matériel informatique. Les encombrants, de nouveaux termes techniques, mais finalement ce sont les objets du quotidien avec principalement les mobiliers à récupérer, réutiliser, voire remanufacturer, comme on a vu avec l'exemple d'Hollywood. Les vélos, filière que je expliquerai un peu plus dans les détails. Et alors des filières, on en a parlé aussi avec Rotor, de matériaux de construction ou déchets verts ou emballage. Ce sont des filières où il y a encore énormément de potentiel de réutilisation. Et donc l'économie sociale se positionne aussi là pour aller plus loin et réutiliser plus. Alors, notre mode de fonctionnement, c'est la circularité, c'est les flèches vertes que vous voyez à l'intérieur du graphe. Donc, voilà. L'idée, c'est de raccourcir le circuit entre le déchet et le futur produit. Donc, on pourrait dire que le déchet de votre voisin peut devenir votre produit.
Et donc, vous voyez qu'il y a finalement toute une série d'opérations. Si on veut vraiment faire un réemploi de qualité, il y a énormément de phases par lesquelles il faut passer. Et vous voyez aussi qu'il y a deux circuits. Il y a un circuit de réutilisation, la seconde main classique. Et je pense que c'est important quand on a besoin d'un objet ou d'un matériel d'avoir le réflexe seconde main et de voir ce qui existe dans le secteur, alors que ce soit privé, économie sociale ou particulier à particulier. C'est un réflexe évidemment très important, mais on se rend compte aussi que quand on veut s'équiper en seconde main, on veut peut-être quelque chose de plus original, de plus spécifique, de sur-mesure. Et là, il y a aussi des solutions qui existent. On va peut-être passer par une partie remanufacture, voire une partie upcycling, quand on parle de décoration ou d'objets à valeur ajoutée supérieure. Donc, ce schéma pour nous est très important parce que ça montre qu'il y a vraiment moyen de faire énormément de choses avec des objets dont on ne fait plus rien. À l'heure actuelle, les performances de nos 60 opérateurs, c'est quand même non négligeable, hein, parce que c'est plus de 150 000 tonnes de déchets collectés, apportés, ils sont triés, un tiers est revalorisé de la meilleure manière que ce soit. Alors ce sont bien des produits finis, ce sont bien des matériaux de seconde main, des objets, mais aussi des produits dérivés. Le reste de ce que nous collectons est mis en filière auprès des recycleurs et on essaie de diminuer au maximum ce qu'on appelle le déchet résiduel qui va en général en incinération. Mais donc, ces performances sont importantes. Vous voyez qu'en kilos par an par habitant pour la Wallonie, on est à l'heure actuelle au-dessus de 3. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un plan wallon des déchets qui s'appelle maintenant le plan wallon déchets ressources. Donc, on montre bien qu'on veut en faire des ressources, et l'objectif du réemploi est d'arriver à 8 kilos en 2025. Donc, c'est un objectif ambitieux, mais nous pensons que c'est tout à fait réaliste, entre autres en développant des secteurs comme celui que Rotor a expliqué avec les matériaux de déconstruction. Je vous donne un exemple plus pointu, c'est un exemple où l'économie sociale est vraiment leader sur le marché, c'est celui du textile, des vêtements de seconde main. Cette filière est pérenne, elle est stable, elle emploie énormément de personnes en Wallonie. Pourquoi? Parce qu'on arrive à récupérer un gisement important de qualité grâce à un savoir-faire qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Et cette collecte a des bénéfices environnementaux et sociaux. Environnementaux parce que 85% de ce qui est collecté est revalorisé. Alors effectivement, il y a une part qui part à l'export, mais enfin c'est une valeur ajoutée pour la région. Vous voyez aussi qu'il y a énormément de gens qui travaillent pour collecter, trier, revaloriser, mettre en vente dans des boutiques de seconde main. Donc rien que pour les vêtements, c'est 1400 personnes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'offrir des biens de première nécessité à des prix abordables à un public qui soit a fait le choix d'un geste éco-citoyen, soit a besoin de trouver des produits à prix bas. Ce qui est important à dire, c'est que oui, l'économie sociale bénéficie de subsides, mais c'est pour le travail d'insertion professionnelle, c'est pour l'impact environnemental positif de l'activité et c'est pour la réduction des déchets. Ça n'empêche pas, et c'est même d'ailleurs essentiel, que nos entreprises sont rentables. Et ce qui est intéressant en économie sociale, c'est que la rentabilité sert à nourrir le projet ou à des actions de solidarité. Donc, nous cherchons vraiment à développer le secteur en allant chercher plus loin et plus de déchets et en les revalorisant au mieux. Alors, plus spécifiquement sur le réemploi et le reconditionnement, je voulais terminer par un exemple qui est celui des vélos, mais vous voyez qu'il pourra s'appliquer à énormément de types d'objets ou de matières. Donc, je pense que quand on est une entreprise, une collectivité ou même en tant que particulier, s'équiper en produits de seconde main, je l'ai dit, s'il est accessible, s'il existe, c'est le bon réflexe. Mais avoir une réflexion de tiens, est-ce que je ne m'équiperai pas en produits reconditionnés,
c'est encore aller plus loin parce que vous faites un achat qui maximise la valeur ajoutée tant sociale, environnementale qu'économique, puisque l'ensemble du montant que vous allez allouer à cet achat est un montant qui est sur une activité localisée en région wallonne. Donc, vous allez faire appel à une entreprise locale. Alors là, pour ça, je vous incite à visiter le site larecup.be qui permet de trouver près de chez vous quel est l'opérateur qui peut proposer des produits et des services de seconde main ou remanufacturés, ou aussi des offres de collecte d'objets en fin de vie. Ce qui est intéressant, c'est que en général, le prix d'achat est relativement bas par rapport à un produit similaire neuf. Donc, vous ne devez pas investir énormément dans un premier temps. Ça nécessite peut-être une recherche une recherche de bons plans. C'est sûr qu'il faut se repérer dans la diversité des offres et des services, mais vous avez quand même le choix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous rendez dans un atelier de reconditionnement en économie sociale ou chez les privés, vous pouvez faire une analyse de vos besoins et vous pouvez voir immédiatement quels sont vos besoins spécifiques et faire du sur-mesure et aussi s'assurer que le produit que vous allez acheter aura une durée de vie optimalisée. Pourquoi optimalisée? Parce que vous récupérez un objet qui était voué aux déchets et vous prolongez d'autant la durée de vie que vous allez pouvoir l'entretenir, voire le réparer quand il a un souci. Et en plus, vous évitez la production d'un produit neuf similaire qui, la plupart du temps, est fabriqué en dehors de nos frontières. Donc, j'ai donné ici quelques exemples. On a vu le mobilier de bureau remanufacturé type Hollywood. Vous avez aussi la fabrique de la ressourcerie namuroise qui fait énormément de produits comme ça. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que quand le meuble n'est pas réutilisable en l'état, on récupère le bois, qui est en général un bois de qualité, on en fait des planches et on les réutilise dans un nouveau matériel accessoires ou meubles. Voilà. Donc, vous avez déjà énormément de possibilités à ce niveau-là. Vous pouvez aussi revoir complètement un intérieur et réfléchir à ce que l'ensemble des produits soit d'origine réutilisée, c'est-à-dire faire appel à un décorateur qui utilise des produits de seconde main, mais aussi concevoir une infrastructure à base de matériaux récupérés. On a déjà parlé des matériaux de déconstruction. Donc là, il y a effectivement énormément de choses à faire. Et je voulais vous donner l'exemple des vélos. Voilà, on a vu qu'avec la situation qu'on a connue actuellement, énormément de gens se sont mis au vélo. Il y a quasiment une pénurie de vélos neufs, puisqu'on s'est vraiment rué dessus. Et on peut se poser la question de, tiens, ben oui, voilà, j'ai besoin d'un vélo, quelle serait la meilleure manière de fonctionner? Ben, selon nous, on pourrait se dire, ben, la première chose, c'est de se rendre dans un atelier qui traite les vélos de la meilleure manière qui soit. Et donc, vous avez une série d'ateliers en économie sociale qui se retrouvent sur une plateforme qui s'appelle lerecyclage.be. Vous avez toutes les coordonnées là. Et cet atelier va voir avec vous quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous cherchez, un vélo de ville, un vélo éventuellement électrique, un vélo pliable, est-ce que c'est une flotte pour les employés de votre entreprise, est-ce que c'est un produit que vous proposez à vos clients? Enfin, vous pouvez avoir énormément de choses et je pense qu'un spécialiste du vélo va pouvoir vous conseiller et vous dire, ben oui, effectivement, dans ce que vous cherchez, on peut vous équiper en vélo de seconde main parce que, par exemple, c'est ce que vous avez besoin. Ce sont des vélos de base, donc on va dire low-tech. Ce sont des vélos pour aller en ville, pour se déplacer de manière proche. Et cet atelier, outre le fait que vous allez avoir un budget d'investissement beaucoup plus léger, va pouvoir vous offrir une solution d'entretien de la flotte de vélos, voire de réparation en cas de souci, en cas de pépin.
et même assurer une évolutivité de vos vélos. Un exemple, et là on bascule dans l'économie de la fonctionnalité, mais on montre que le réemploi est tout à fait capable d'être combinable avec l'économie de la fonctionnalité. Mais vous avez par exemple une initiative qui s'appelle Un vélo pour 10 ans. Et donc, quand vous avez un enfant, vous vous équipez en vélo de seconde main. Et quand l'enfant a grandi et a besoin d'un vélo de taille supérieure, vous pouvez retourner à l'atelier. Le formateur expliquera à l'enfant ce que c'est que la mécanique, de manière sommaire évidemment au début et de manière plus détaillée par la suite. Et vous allez pouvoir repartir avec un vélo adapté à la taille de votre enfant et laisser le vélo qui est devenu trop petit. Et donc, en 10 ans, l'enfant va apprendre la mécanique, va voir que des vélos de seconde main sont fiables, va vraiment pouvoir aussi passer peut-être d'un vélo de ville à un VTT ou adapter le produit en fonction de son usage. Et donc, voilà, le principe de l'économie sociale, c'est vraiment d'offrir un service de qualité au départ de produits qui ne sont peut-être pas toujours vus comme étant des produits, en tout cas au regard des produits neufs, des produits intéressants, mais en fait, on veut prouver qu'avec des ateliers de reconditionnement, on peut offrir vraiment des biens de seconde main qui sont durables et qui créent de l'emploi au niveau local et qui permettent de finalement faire un achat le plus durable possible, en tout cas compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle, il y a encore énormément de biens qui sont malheureusement jetés et qui ne sont pas revalorisés alors qu'ils en ont le potentiel. Voilà un petit peu les valeurs des acteurs du réseau ressources et notre vision de ce que l'on peut faire au niveau du réemploi, en précisant bien que, pour répondre aussi à une des questions, je pense qu'il y a de la place pour tout type d'acteurs, que ce soit un privé, un particulier, une démarche citoyenne et l'économie sociale qui, de par son expérience et de par sa position de vouloir avoir un objectif sociétal, va vraiment aller le plus loin possible et montrer qu'il y a des choses qui sont faisables. Donc, je vous invite à visiter le site larecup.be où vous trouverez à la fois des offres de reprise de vos objets en fin de vie, mais aussi des produits de seconde main, de qualité, un petit peu partout en Wallonie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions.